Le Moyen Âge, introduction. Le Moyen Âge commence avec l'invasion de Rome par les Vandales et les Wisigoths. Il s'étend jusqu'en 1453 où la prise de Constantinople a permis la circulation du savoir gréco-romain. Ce savoir était gardé dans les bibliothèques et il a doucement fait son chemin vers l'ouest avec des savants qui fuyaient les occupants et la violence de cette prise de Constantinople. Ça va être le début de la Renaissance, on va étudier ça plus tard. Mais pour la littérature, dans ce cours-là, le Moyen Âge commence avec le texte écrit à la fin du XIe et le début du XIIe siècle. Avant, la littérature est orale. Il y a différentes sortes de littérature au Moyen Âge, toujours orale, la poésie, des contes à rire, la littérature courtoise et le théâtre sacré et profane. C'est aussi le moment où la langue évolue du latin. Il y a deux langues majeures, la langue d'Oï au nord et la langue d'Oc du sud. À cause du pouvoir politique du nord, c'est la langue d'Oï qui formera la base du français moderne. Et voilà, au IXe siècle, il y a deux dates importantes. 1813, c'est l'année du concile de Tours. C'est là le concile qui réunit le pape et tous les cardinaux qui se sont aperçus que le peuple ne comprenait plus le latin. Donc, il décrète que le serment pendant la messe sera dorénavant en langue du pays, la langue vulgaire, la langue du peuple. Puis les serments de Strasbourg en 1842, c'est le moment où les petits-fils de Charlemagne jurent dans la langue de l'autre, donc proto-français et teutonique ou proto-allemand, de se soutenir contre leurs frères ennemis. La langue vulgaire est donc à cette époque légitimisée en tant que véhicule religieux et politique. Voilà une partie française ou proto-français du serment. Charlemagne croyait fortement dans l'éducation et il soutenait un système d'éducation de clercs. Ces clercs documentaient des événements de l'époque. Ces textes sont une ressource précieuse sur la vie à l'époque. Un de ces clercs, ou peut-être un descendant d'un de ces clercs, a transcrit ce texte. Au Moyen Âge, on va étudier plusieurs genres et on va commencer avec l'épopée. L'épopée est un genre assez répandu dans les pays européens, asiatiques et africains. R.J. Berg, celui qui a écrit le texte, l'introduction que je vous ai demandé de lire sur le Moyen Âge, note qu'on éprouve un besoin commun à un certain moment dans le développement d'une nation. Et l'épopée répond à ce besoin. Et en même temps, il sert à des fins politiques et nationales et met en scène l'histoire d'un peuple. Les éléments de base sont la mise en scène d'un héros idéalisé qui incarne des vertus d'une communauté. Il a une mission à accomplir, il doit faire face à des obstacles formidables et les conséquences d'un échec sont énormes. C'est plus que la vie et la mort, c'est la vie et la mort d'une valeur par exemple, ou même de l'existence de cette communauté elle-même. Donc la victoire du héros, on identifie avec lui et c'est la victoire de ce peuple. L'épopée est un long poème en vers organisé en sections d'une longueur inégale et ces sections s'appellent des laisses. En France, l'épopée s'appelle une chanson de geste. C'est un mot, geste, c'est un mot qui vient du latin et signifie action. C'est un poème qui rime, mais le rime est assez bizarre pour nous. Ça s'appelle assonance et cette assonance est simplement la similitude de la dernière voyelle prononcée ou le dernier son voyelle prononcé. Espagne, Remagne, par exemple, dans la première laisse. Le moyen de diffusion de ces chansons de geste est fait par des chanteurs ambulants, des chanteurs qui se faisaient payer pour chanter, et ils s'appelaient des jongleurs ou des trouvères, troubadours dans le sud. Et
ces chansons étaient récitées sur un fond de musique. Il y a des chansons très longues et très courtes, donc la longueur varie. Et, mais toutes ces chansons partagent des mêmes techniques. Et bien sûr, puisque vous avez peut-être des jongleurs qui vont chanter, ils vont chanter des chansons qui sont de 2000 vers, il faut se souvenir de tout cela. Donc, il y aura beaucoup de répétitions. Mais cette répétition n'est pas simplement une aide-mémoire, ça va jouer un rôle dans la structure du texte et on va voir que ça va dilater le temps. Ça va être la motion, l'action ralentie, n'est-ce pas? On parlera de ça plus tard. On ne sait pas qui a créé ces chansons de gestes. Elles sont anonymes et circulent librement partout, partout en Europe. Les chansons sur le même sujet s'organisent en cycles. Toutes les chansons de gestes sur le roi Arthur, par exemple, et ses chevaliers appartiennent au cycle breton. Toutes les chansons au sujet de Charlemagne et ses chevaliers, Roland et d'autres, appartiennent au cycle du roi. La chanson de Roland, l'épopée la plus célèbre en France, s'inspire d'un fait historique élevé au statut légendaire. Alors, on peut dire mythique, mais mythique n'a rien à voir avec une réalité quelconque. Tandis qu'ici, c'est basé sur quelque chose qui s'est passé, qu'on a déformé, on a exagéré, on a agrandi, n'est-ce pas, au statut mythique. Mais on appelle ça légende. Après, voilà ce qui s'est passé. Après une campagne en Espagne, l'arrière-garde de Charlemagne est menée par le gouverneur de la Marche de Bretagne, qui s'appelle Roland. Alors donc, Roland a vraiment existé, mais ce n'était pas le neveu de Charlemagne. C'était simplement un de ses vassals. Une attaque inattendue les a surpris au col de Roncevaux dans les Pyrénées le 15 août 778. Selon un historien de l'époque, les Francs ont été tous massacrés. Il n'y avait pas un survivant. On pense maintenant qu'à la bataille de Roncevaux, les chevaliers carolingiens ont été attaqués par la milice basque et non pas l'armée sarrasine. C'est un détail qu'on a changé. Les épopées étaient très populaires. Elles étaient chantées bien après que les goûts littéraires ont changé. Elles célébraient les qualités nobles de l'âme des chevaliers, aussi bien que leurs exploits. Et ce n'était pas simplement les nobles qui ont profité de ces chansons de gestes, mais aussi le peuple, parce que ces jongleurs étaient invités à présenter lors des fêtes dans un château, mais ils pouvaient aussi, s'ils avaient besoin d'argent, se mettre à un carrefour et mettre un chapeau, par exemple, et puis mendier. Les gens qui écoutaient devaient payer quelque chose. Ou aussi, ils se présentaient aux foires. Il y avait des foires plusieurs fois par an, partout en Europe, mais parce que la France est un carrefour, Angleterre, Italie, Espagne, il faut traverser la France, il y avait beaucoup de foires qui étaient des rassemblements pour vendre, des marchés très attendus, et ces chants étaient écoutés, entendus lors de ces foires. Alors, aussi, c'était des chansons de gestes servaient de motivation pour les soldats. On dit que Taillefer, c'est un soldat qui a combattu aux côtés de Guillaume le Conquérant à Hastings en 1055. Il aurait chanté la chanson de Roland pour galvaniser des troupes normandes. D'après de nombreux historiens, tout au long du XIe et du XIIe siècle, les troupes françaises auraient régulièrement déclamé ce chant de Roland avant de livrer bataille. La chanson de Roland a légitimisé les croisades, par exemple, donc fin politique, fin religieux. Elle a aidé à transformer une guerre territoriale en guerre sainte. Alors ici, vous avez une version ancienne de la première laisse à gauche et à droite, la même laisse en français moderne. Et bien sûr, nous lisons en français moderne. Si cela vous intéresse, j'ai téléchargé un clip de quelqu'un qui lit les premières laisses en ancien français sur un des premiers annoncements sur Blackboard.
Lisez la première laisse à droite, en français moderne. Alors, qu'est-ce que nous apprenons? Ici, dans l'incipit, c'est-à-dire le début d'un texte ou un récit, nous avons la présentation de la situation initiale. Le roi Charlemagne mène une guerre de conquête en Espagne depuis 7 ans. Et il n'y a que le roi Marsile, un païen, qui lui résiste. On mentionne bien Mahomet et Apollin. Premièrement, un c'est un prophète, l'autre c'est un dieu grec. C'est pas très logique, mais c'est pas l'important. L'important c'est qu'ici on souligne l'altérité, la différence de Charlemagne, qui est un grand roi chrétien. Donc, la fonction de cette laisse est de nous présenter avec l'opposition entre deux rois, mais aussi entre deux religions, chrétiens et non chrétiens, païens. La guerre sera territoriale, mais aussi idéologique en ce qui concerne la religion. Cette guerre figure un combat entre le bien et le mal, et Charlemagne et ses chevaliers sont les représentants et les défendeurs de la foi chrétienne. Quand vous lisez, essayez de trouver la fonction de chaque laisse. Qu'est-ce que nous apprenons de nouveau? Comment est-ce que ça avance l'histoire? Qu'est-ce qu'il faut remarquer? Est-ce qu'il y a un effet de style? Est-ce qu'il y a de la présence des symboles, des parallélismes, des répétitions? Si oui, pourquoi? Et qu'est-ce que ceci ajoute, n'est-ce pas, à l'histoire? Il y a toujours un ajout ou un élément nouveau, même si c'est une laisse qui est répétée 3 fois. C'est une répétition 3 fois avec différence. Et ainsi de suite. C'est notre projet à venir en lisant cette chanson de geste. Ok. Alors la prochaine fois, je vais traiter des laisses que nous sommes en train de lire.